Je vous souhaite la bienvenue à ce live. C'est un live qui me tient à cœur, tout simplement parce que j'aime l'exercice ce soir, celui d'essayer de vous présenter un aspect du yoga réellement utile, nourrissant, pertinent et pas forcément encore connu à sa juste valeur. Donc je vais tenter de mettre en avant, d'éclairer un petit peu sur ce sujet qui est la yoga thérapie. Je vais vous dire un petit peu d'où elle vient, cette yoga thérapie, la façon dont elle se place dans cet océan yogique. Où est-ce qu'on retrouve la yoga thérapie et pour quelles raisons? J'aimerais bien vous présenter un petit peu ce qu'on peut attendre de la yoga thérapie, comment on approche un individu, un pratiquant, avec l'envie de soutenir l'autre sur le plan physique, musculaire, articulaire, voire même émotionnel. J'aimerais bien faire ça avec vous ce soir, vous présenter la façon dont on aborde quelqu'un. J'aimerais bien vous apporter un petit peu la logique derrière la yoga thérapie et puis vous présenter un petit peu les différents types de déséquilibres que l'on peut, les personnes subissant certains types d'équilibres que l'on peut accueillir sans souci. Voilà, je ferai de mon mieux pour être aussi efficace que possible là, sur les 45 minutes à venir. Et puis ce live, au-delà d'une introduction à la yoga thérapie, c'est aussi un live pour vous annoncer, pour vous présenter le module justement sur la yoga thérapie et puis vous expliquer un petit peu comment ça va se passer puisqu'il s'agit d'un module qui aura lieu en présentiel mais qui aura aussi lieu en ligne. C'est une première. Nous avons fait un premier essai ce week-end. Lors d'une formation, quelques participants n'ont pas pu se déplacer et nous avons assuré un premier live entier sur ce week-end lors d'une formation. Ça s'est très bien passé, les participants étaient très satisfaits. Voilà, donc maintenant je suis certain de la dimension professionnelle au travers des lives, enfin des stages mis en direct et en ligne. Voilà, on parlera de ça plus tard. Je vais simplement aborder ce sujet qu'est la yoga thérapie. Donc encore une fois, je vous souhaite la bienvenue. Je suis très content de jouer à cet exercice, celui d'être là comme ça face caméra et de vous présenter un sujet qui me tient à cœur évidemment. Je vais commencer par vous dire que le yoga, quand on s'y intéresse réellement, on réalise que le yoga a été pensé, bon ça je pense que vous le savez, mais a été pensé essentiellement pour reprendre en main notre santé mentale. De cette santé mentale, alors quand je dis santé mentale, j'entends par là cette capacité à avoir un mental qui fasse autre chose que d'être sous l'emprise de préoccupations qui nous rend un peu soumis au poids du futur, au poids du passé, au poids de notre relation aux autres, du regard, de la calomnie, etc. Nous sommes nombreux et à juste titre à vouloir avancer sur une route avec le moins d'obstacles possible. Et nous sommes, de par notre animalité, on peut dire ça comme ça, de par notre animalité, très préoccupés. Quelles qu'en soient les raisons, mais nous avons cette tendance à être très préoccupés, nous avons tendance à ne pas être dociles sur le plan mental, nous avons tendance à écouter beaucoup ce que j'appellerais notre animalité, c'est-à-dire on a tendance à beaucoup écouter un besoin de sécurité, un besoin de garantie. Et lorsque l'on en est là, et c'est ok, c'est pas péjoratif, c'est ni bien ni mauvais, c'est juste comme ça. Mais quand on en est là, on a des difficultés à pouvoir être très sensible à une autre voix, à une autre autorité qui est simplement notre nature profonde, notre conscience, notre âme. Et nous sommes nombreux ainsi à ne pas nous déployer, à ne pas nous aligner avec une fréquence profonde, à ne pas nous aligner avec la vie qui nous traverse et ainsi ne pas vraiment nous réaliser, c'est-à-dire passer un peu à côté de notre destin.
Si vous voulez, dans le contexte yogique, la raison d'être du yoga, c'est de permettre à l'humain, et tout particulièrement au mental, lui permettre de s'en remettre, de se sacrifier en quelque sorte, de s'abandonner à l'âme, de servir la conscience, et non plus servir des préoccupations, et non plus servir des autorités extérieures, quelles qu'elles soient. Vraiment retrouver une maturité spirituelle. Et là est l'esprit du yoga. Alors, de cette proposition, de ce regard yogique, il y a du coup une multitude d'outils, mais vraiment beaucoup, qui sont là qui ont été pensés pour retrouver un équilibre, une amélioration de notre santé, et on va dire une santé globale, que certains appellent holistique, c'est-à-dire une santé physique, énergétique, émotionnelle, psychique, et puis bien entendu mentale. Et on cherche en yoga à améliorer la condition de vie de l'humain de manière à ce que plus rien soit un frein dans sa tentative de mise en relation avec sa nature profonde, avec son âme. Et les outils sont nombreux, parce que je vous ai parlé là un instant d'une amélioration ou de l'entretien de notre santé, qu'elle soit physique, respiratoire, mentale, psychique et émotionnelle. Et partant de ce principe, la posture ne peut évidemment pas suffire. C'est-à-dire qu'en yoga, il y a des dizaines et des dizaines d'outils permettant de toucher tous les aspects de l'humain. Alors il y a par exemple comment dirais-je, une discipline relationnelle. On parle beaucoup de la relation aux autres en yoga, on parle beaucoup du style de vie, on parle beaucoup de la détox en yoga, on parle beaucoup de s'approprier des relations, développer une vie sociale qui soit réellement pure, propre, ne nous empêchant pas de nous réaliser, c'est-à-dire des êtres qui soient là, autour de nous, capables d'accueillir notre éventuelle mise en relation avec nous-mêmes et avec toutes les décisions qui vont en découler. C'est-à-dire des personnes aimantes, capables d'accueillir notre tentative de battement d'ailes. Donc, encore une fois, partant de ce principe, vous avez en yoga beaucoup d'outils qui sont là exclusivement pensés pour une sorte de santé globale, de manière à ce que tout soit orienté, pour réussir à retrouver un corps que l'on ne porte plus, des émotions que l'on ne subit plus, une sorte de calme intérieur, une sorte de nettoyage intérieur, de manière à ce que le mental soit en mesure de développer une sensibilité toute particulière, celle de retrouver du lien à l'âme. Et pour réussir à faire ça, il y a, et c'est là un petit peu que le live commence, c'est maintenant que la thématique yoga thérapie intervient, pour réussir à tendre vers cette santé globale, il y a la nécessité de s'intéresser aux différentes étapes de la vie. C'est-à-dire on ne peut pas offrir un yoga identique à tout le monde. L'approche yogique lorsqu'il s'agit d'aider un enfant n'est pas la même, n'a rien à voir avec celle que l'on va utiliser pour un adulte, et encore moins et encore différente pour celle que l'on va utiliser pour une personne âgée. Donc, ce qu'il faut commencer par comprendre ce soir, un des sujets qui me semble réellement important, c'est que le yoga a été divisé en 5 catégories. Et l'une d'entre elles est la catégorie que l'on appelle Chikitsa, c'est-à-dire la thérapie par le yoga. Avant d'aborder de façon très précise cette catégorie thérapeutique, il me semble important de vous présenter les autres. C'est-à-dire que la première catégorie a été pensée pour les tout petits de 4-5 ans, jusqu'à l'adolescence, jusqu'à l'âge adulte. Et c'est un yoga qui
qui est là uniquement pour favoriser en quelque sorte la croissance. C'est un yoga très sportif, c'est un yoga qui nécessite l'utilisation de beaucoup de postures, des enchaînements longs, qui favorisent beaucoup de souplesse, beaucoup d'endurance, beaucoup de confiance en soi au travers de postures très avancées, très poussées. Et c'est tout. Voilà. Au-delà de la dimension posturale, il n'y a pas réellement de prise en main de sa respiration, il n'y a pas vraiment de quête spirituelle. Il s'agit simplement de favoriser force, souplesse au travers d'enchaînements très longs, au travers de postures très avancées, et la possibilité la nécessité de se centrer et d'être canalisé au travers de ces enchaînements qui nécessitent réellement attention et mémoire. Et grâce à une souplesse réellement développée, l'enfant développe une réelle confiance en lui. Et vous avez au travers de cette méthode, au travers de cette logique de travail, vous avez un yoga, c'est-à-dire très spécifique pour les jeunes. Alors ce yoga pour les jeunes, c'est très répandu aujourd'hui dans le monde du yoga. C'est un petit peu comme s'il n'y avait que du yoga pour les jeunes aujourd'hui, c'est-à-dire des postures très souvent très avancées, des enchaînements relativement longs. Et il faut juste comprendre que cette logique-là était à l'origine pensée que pour les enfants. C'est-à-dire des enfants qui ne sont pas forcément souples, mais qui ont tout le potentiel pour le devenir. Et surtout des enfants qui ont besoin d'être soutenus au travers de leur croissance. C'est tout, il faut juste comprendre ça, on vient favoriser, accompagner un processus naturel qui est la croissance. De cette période de vie, au-delà de cette période de vie, il y a une autre période de vie qui est l'âge aux alentours de entre 20 et 25 ans, c'est-à-dire des jeunes qui sont arrivés là presque à la fin de leur croissance et qui vont passer à une autre catégorie, c'est-à-dire une catégorie particulière, celle de se perfectionner, c'est-à-dire aller tout au bout de sa limite physique, aller tout au bout de sa limite respiratoire en pratiquant des postures, des techniques respiratoires et méditatives sans aucun compromis. C'est-à-dire pas de simplification, pas d'adaptation, pratiquer les postures dites de référence, pratiquer les techniques respiratoires dites de référence. Donc là, vous avez en quelque sorte un yoga qui comprend toujours le même attirail, mais qui finalement se limite encore une fois uniquement à la prise en main de son corps par la posture, la prise en main de sa respiration par le pranayama, par la respiration longue et consciente, mais ça ne va pas vraiment au-delà de ça. Et puis l'évolution a lieu lorsque l'on découvre la troisième catégorie. Cette troisième catégorie a été pensée pour les adultes. Alors qu'est-ce que c'est qu'un adulte? Un adulte, selon le contexte, selon les principes du yoga, un adulte c'est quelqu'un qui a des responsabilités. Des responsabilités sociales, professionnelles, familiales évidemment. C'est-à-dire quelqu'un qui est en quelque sorte dans l'abnégation, quelqu'un qui se met au service, encore une fois, de sa famille, de la société, de son travail. C'est quelqu'un qui va maintenant utiliser toute la santé atteinte en raison de sa bonne constitution, en raison de sa bonne croissance, en raison de sa bonne force et sa bonne souplesse. Cette personne-là va pouvoir maintenant se donner pleinement à la vie et aller s'épanouir au travers de constructions familiales, professionnelles, intimes, amicales, etc. Et pour ces personnes-là, dans un contexte toujours yogique, les séances de yoga existent, mais elles sont uniquement là pour favoriser essentiellement un peu d'entretien physique, juste de l'entretien, se maintenir en santé, mais surtout beaucoup d'efforts respiratoires très ciblés, de manière à favoriser un état mental particulier, un mental qui ne subit plus ou quasiment pas l'influence des préoccupations. C'est-à-dire l'utilisation de la respiration, le calme respiratoire pour atteindre le calme mental et ainsi avoir
avoir un réel silence intérieur et ainsi pouvoir vivre sa vie en étant sous l'influence de son intuition. Voilà, vivre, se déployer pleinement en étant sous l'influence de son intuition, c'est-à-dire vivre son destin en tant qu'adulte. Dans cette catégorie-là, dans ce contexte-là, je voudrais vraiment insister sur le fait que la personne va avoir quelques postures, mais c'est simplement des postures dites d'entretien. La personne ne pratiquera pas forcément 2 heures par jour, elle pratiquera même peut-être pas forcément 1 heure par jour, ce sont peut-être des séances d'une demi-heure. Je vous dis juste avec de l'entretien pour le corps, une sérieuse prise en main de la respiration, parce que la respiration consciente et profonde est réellement prise au sérieux, c'est-à-dire qu'elle est vue comme un outil de détox mental, tout simplement. Ça provoque réellement le système parasympathique et ça permet vraiment de se maintenir aligné, se maintenir en cohérence avec soi, se maintenir réellement là avec une forme d'endurance face à la vie, une forme de courage et une forme de mémoire. La mémoire, c'est-à-dire garder en tête ce que l'on veut atteindre, garder en tête ce que l'on veut devenir, tout en étant ce que l'on veut devenir, c'est-à-dire ce que l'âme nous souffle dans les oreilles, c'est-à-dire matérialiser, incarner notre réalité profonde. Donc ça, c'est la 3e catégorie. La 4e catégorie, c'est un yoga beaucoup plus spirituel qui aurait été pensé, alors pour tout type d'âge, mais surtout pensé pour ceux qui n'ont plus de responsabilité. C'est-à-dire ceux qui n'ont plus de responsabilité ni familiale, ni sociale, ni professionnelle. Des personnes qui sont prêts à s'en remettre à leur âme, c'est-à-dire prêts à vivre pleinement au nom de leur voie intérieure. C'est-à-dire des personnes qui sont totalement prêtes à se réaliser. Ça, c'est la 4e catégorie. Et puis, bien comprendre que l'outillage utilisé pour cette 4e catégorie, c'est de moins en moins la posture, de moins en moins la respiration et de plus en plus la méditation. Alors, pas forcément une méditation assise, mais une méditation, c'est-à-dire s'offrir les moyens de vivre de plus en plus au nom de son âme, tout en allant accepter les conséquences. J'essaierai d'en reparler un tout petit peu plus tard lorsque je parlerai de thérapie, de thérapie émotionnelle. Donc voilà le cadre, voilà le contexte. Vous avez en quelque sorte un gros sac avec 5 choses à l'intérieur, 5 pierres précieuses à l'intérieur, que l'on appelle les 5 catégories du yoga. Et on voit qu'il y a une logique pédagogique, une logique toute particulière, une façon de se relier à l'humain en fonction de son âge, en fonction de sa période de vie, et ainsi l'accompagner dans sa croissance ou dans son besoin de performance ou dans l'entretien de sa santé globale ou au travers de son élan spirituel. Donc là, j'en ai présenté 4 jusqu'à maintenant, et puis il y a ce 5e, cette 5e pierre précieuse qui, elle, s'appelle Yoga Chikitsa. Et Yoga Chikitsa, eh bien, ça veut simplement dire une approche toute particulière pour ceux qui n'arrivent plus à faire face à leurs responsabilités. Pour ceux qui n'arrivent plus à faire face à leurs responsabilités professionnelles, sociales, amicales, familiales. Pour ceux pour qui le corps ne suit plus, en raison de nœuds articulaires ou en raison de gênes musculaires ou en raison d'une fatigue nerveuse ou en raison d'une agitation mentale, c'est-à-dire émotionnelle, empêchant réellement la personne à voir juste, à voir correctement. Et donc la Yoga Chikitsa, ça a été pensé comme pour ce type de personnes. Donc souvent c'est traduit par yoga thérapie, mais c'est pas parce que la personne subit un déséquilibre qu'on va forcément s'intéresser à elle en
en utilisant les outils de la yoga thérapie. On s'intéresse en général à la personne en yoga thérapie, et ça c'est un point très important, lorsqu'elle n'est plus en mesure de faire face à ses responsabilités, et que cette personne se sente suffisamment responsable au point de vouloir se reprendre en main pour retourner faire face à ses responsabilités. Ce que j'essaie de dire là, en ce moment, c'est que la yoga thérapie, ça fonctionne, c'est utile, je vais développer ça dans quelques instants davantage avec beaucoup de précision, c'est utile, mais il faut être doté d'une forme de maturité, il faut avoir envie de se prendre en main, il faut être prêt à se dire je suis créateur, je suis responsable de mon état de santé et je ne vais pas forcément attendre une aide extérieure, je vais reprendre en main mon état de santé. Et la yoga thérapie, je vais continuer à en parler là tout de suite, mais il faut déjà comprendre ça, quoi. C'est vraiment pas fait pour tout le monde. Toute personne se trouvant encore, et ils sont bien évidemment nombreux, qui se trouvent encore là dans l'attente d'une solution venant de l'extérieur, c'est-à-dire une forme de dépendance, c'est-à-dire se sentir fortement victime de tout, et y compris de leur état de santé. Pour ces personnes-là, la yoga thérapie sera compliquée parce que ça nécessite un état d'esprit. Je viens de vous le dire, hein, celui de se sentir responsable de son état de santé du moment et de se dire je vais faire quelque chose, je vais faire quelque chose. Cet état de santé est ma création, je suis créateur, je peux par conséquent changer certaines choses et l'améliorer. Donc ça, il faut vous le dire, c'est-à-dire ça ne fonctionnera pas autrement. Il faut que la personne soit réellement engagée, prête à se prendre réellement en main. Donc ça, c'est une première condition. Vous dire aussi que la yoga thérapie, ça ne se fera pas réellement en cours de groupe. C'est une affaire très individuelle, très personnelle. On ne soigne pas une maladie en yoga, ça ne marche pas comme ça, mais on accompagne une personne vers le développement d'un mieux-être, c'est-à-dire donner de bonnes conditions à son corps, à sa respiration, à son mental, de manière à ce que le corps fasse son travail de guérison et éventuellement de régénération. Voilà, donc en yoga, il faut comprendre que, et en particulier en yoga thérapie, c'est que l'on ne soigne pas, on ne guérit pas, mais on donne tous les moyens au corps, je répète, à la respiration, enfin, on donne tous les moyens à l'humain pour retrouver en quelque sorte le bon terreau, les bonnes conditions pour que le processus de guérison que peut offrir le corps, pour que ce processus de guérison puisse se faire. Donc ça aussi, entendez-le, ce serait dommage de limiter le yoga, la yoga thérapie, à une boîte à outils thérapeutiques. C'est pas un nouveau médicament. Ce n'est pas une nouvelle solution venant de l'extérieur qui va nous guérir. C'est vraiment pas comme ça qu'il faut le voir. Le guérisseur, c'est nous. Et on va utiliser différents outils comme pour redonner les bons signaux à l'ensemble de notre matière, les bons signaux qui vont donner le feu vert au corps pour qu'il puisse enfin faire son travail. Il faut comprendre par conséquent que la yoga thérapie passe essentiellement par une consultation individuelle. On va s'attacher à beaucoup de choses que je vous présente dans un instant, mais ça passera par une consultation individuelle. D'ailleurs, la consultation individuelle, elle a toujours existé en yoga, bien au-delà des besoins thérapeutiques de la personne. Quelles que soient les catégories de yoga que je vous ai présentées il y a quelques minutes, que ce soit un yoga plutôt pour jeunes, ou plutôt pour jeunes adultes, ou plutôt pour adultes, ou plutôt pour personnes, on ne va pas dire âgées, mais plutôt personnes matures, quelle que soit la catégorie, il y a encore un siècle et demi, ce n'était que des consultations individuelles avec des personnes qui se prenaient en main. Le cours collectif est un phénomène très intéressant, certes, mais un phénomène réellement nouveau. Le yoga a 4000 ans et le cours collectif a un siècle.
pas plus, vraiment. Le cours collectif, c'est très intéressant lorsqu'on n'a pas assez d'indépendance, nous permettant de nous prendre en main. Le cours collectif, c'est intéressant parce qu'il y a une sorte d'égrégore provoqué par la présence du groupe, un meilleur centrage provoqué par le regard de l'enseignant, et par conséquent, ça facilite la relation à son corps, à sa respiration, à sa santé et surtout au centrage, à la représentation du mental. Donc le cours collectif, il est intéressant. Mais ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas un objectif. C'est le signe, vraiment entre guillemets, c'est le signe d'un manque de maturité. Les yogis ne vont pas en cours collectif, ou en tout cas que pour une période. À un moment donné, ils seront forcément amenés à vouloir des outils de plus en plus pertinents, de plus en plus ciblés, de plus en plus adaptés, et ça, ils ne le retrouveront pas, ils ne le trouveront plus dans le cours collectif. Voilà. Et par conséquent, dans le cours individuel, alors le cours collectif, il est facile, on peut faire un cours collectif spécial activité physique très avancée, ce qu'on pourrait appeler les yoga pour jeunes. On pourrait faire un cours collectif aisément pour un cours de perfectionnement avec des postures très très avancées où vraiment il n'y a pas de compromis, pas d'adaptation, pas de simplification. On pourrait faire un cours collectif pour de l'entretien général. On pourrait faire un cours collectif de centrage, de méditation, de retour à soi. Mais le cours collectif vous souhaitant utiliser un outillage thérapeutique, pourquoi pas pour s'adapter à des petits bobos, à de l'arthrose, à une syphose, à une scoliose, à ce genre de choses, pourquoi pas, mais ce sera juste des connaissances qui vous donneront les moyens de mieux adapter votre travail en tant que prof. Si vous êtes prof, ça permettra de mieux adapter votre travail, de mieux adapter vos enseignements en fonction des besoins, on va dire, thérapeutiques des personnes présentes en cours collectif. Mais ça restera malgré tout un cours collectif. Plus adapté, plus accueillant pour tout le monde, mais ça restera limitant par rapport à ce que l'on peut faire réellement au travers d'une consultation individuelle dans le contexte de la yoga thérapie. Alors, cette quête de santé globale, cette quête d'amélioration de notre santé au travers des outils du yoga dit yoga thérapeutique, ne nous trompons pas, ne sont pas là pour nous soutenir dans notre quête qui nous permettrait de voir la dernière série de tel film sur Netflix. Vous voyez, c'est pas le sujet, quoi. Le sujet est bien plus mature, bien plus profond, bien plus spirituel. L'objectif de cette quête d'amélioration de notre santé au travers de la yoga thérapie, l'objectif c'est essentiellement retrouver un humain redressé, ne portant plus son état émotionnel, ne subissant plus son état émotionnel, ne subissant plus son état physique, de manière à retrouver donc de la force, une amélioration de la santé, et ainsi une meilleure santé physique, mais surtout mentale et émotionnelle, et ainsi être plus sensible à son âme, à sa présence intérieure, et de cette remise en relation avec son âme, pouvoir assurer ce que j'appelle moi un coming out spirituel, c'est-à-dire oser aller à la rencontre de notre destin, notre réel destin, celui que l'on va pouvoir découvrir au fur et à mesure lorsque l'on aura le courage, l'audace, la folie d'écouter cette intuition profonde et de l'appliquer dans toutes les situations de nos vies. Et l'objectif final, l'objectif principal, il est principalement là. C'est-à-dire que je crains un petit peu que la yoga thérapie actuellement est en train de devenir une boîte à outils pour esclaves. C'est-à-dire une boîte à outils pour guérir les bobos d'un esclave, c'est-à-dire une personne qui s'en remet davantage aux autorités extérieures, plus aux autorités extérieures qu'à sa conscience. Et la yoga thérapie n'a pas été pensée pour ça. Elle a été pensée pour améliorer les bobos holistiques de manière à
à reprendre son chemin qui nous emmène ou qui nous emmènerait vers une liberté réelle, une liberté profonde. Donc là, au travers de ce live, je ne vous parle pas de la yoga-thérapie comme étant le moyen d'avoir accès à une caresse, à un mieux-être, à une amélioration. Ça fait partie du package, mais ce n'est pas l'objectif principal du tout. C'est plutôt tendre vers une amélioration de soi, tendre vers une plus grande cohérence avec son être profond et puis aboutir à un changement de paradigme réel, à une transformation profonde réelle. Alors non pas forcément pour aller mieux sur le plan du business, sur le plan familial, c'est pas fait pour aller mieux, c'est fait pour aller, c'est fait pour être, c'est fait pour se redresser, c'est fait pour se surprendre, vous voyez. C'est fait pour apprendre à marcher sans filet. C'est fait pour apprendre à marcher sans repère, aucun autre repère que son autorité profonde. Tendre vers une nouvelle aristocratie, si vous préférez, retrouver des êtres vivants et non plus englués dans de l'émotion, dans de l'imagination, dans des vieux schémas. C'est vraiment apprendre à se retrouver et à s'assumer, apprendre à tendre vers l'indépendance globale et oser s'assumer et ainsi accueillir un destin qui, pour beaucoup d'entre nous, est encore caché et un destin qui pourtant nous attend là, derrière la porte. Juste là, derrière la porte. Et pour pouvoir ouvrir cette porte, il faut retrouver la santé globale. Réellement, la vie spirituelle, le déploiement de soi ne se fera pas dans un état de mauvaise santé. Il faut sortir d'une forme de médiocrité holistique, il faut en sortir vite pour enfin espérer une naissance. Voilà. Une naissance à un point tel que la matière, je vous dis, se soumettrait, la matière, c'est-à-dire l'humain, retrouverait une humilité telle qu'elle pourrait se soumettre totalement à la voix profonde, à la lumière intérieure, à cette fréquence de vie, c'est-à-dire la force créatrice. Vous voyez? Donc encore une fois, j'insiste, je vais maintenant parler de façon plus spécifique de la yoga-thérapie, mais ça me semblait comme important de planter le décor. Pour répéter, vous dire qu'il y a non pas des yogas, en vérité, il y a un yoga comprenant 5 stratégies, 5 logiques, 5 pédagogies, de manière à accueillir tout le monde, quel que soit son âge, quels que soient ses besoins, et avoir les moyens d'améliorer une santé globale. Et quand on parle de yoga-thérapie, c'est lorsque l'on n'arrive plus à faire face à ses responsabilités. J'insiste, hein, le yogi, si on peut parler comme ça, le yogi est un être responsable. Le yogi fait des enfants. Le yogi a un travail. Le yogi se met au service de la société. Voilà, c'est comme ça que c'est vu un yogi. Un yogi, ce n'est pas dans une forêt, ce n'est pas dans une cave, ce n'est pas en silence. Un yogi, c'est souvent représenté comme quelqu'un qui porte la terre dans ses mains. Un yogi, c'est quelqu'un qui danse et qui porte la terre, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a une aisance parce que relié à la force créatrice, parce que convaincu de ce qu'il faut faire et de ce qu'il faut dire, tout en étant hautement responsable. Un yogi n'est pas un handicapé social. Un yogi n'est pas quelqu'un qui fuit la réalité, c'est quelqu'un qui se met en relation avec la réalité. Et pour pouvoir le faire, ça, eh bien, il faut trouver des moyens, des outils yogiques permettant la santé. Alors cette santé, on va en parler un petit peu, cette yoga-thérapie, on va en parler un petit peu. Je tiens à vous dire que pour cette consultation individuelle, pour cette approche yogique dans un contexte thérapeutique, il y a la nécessité de toujours bien prendre en considération ce que veut la personne. Encore une fois, on va se laisser
éclairé par la personne. On ne va pas lui imposer notre yoga, on ne va pas lui imposer notre stratégie, notre logique, notre relation à la vie, notre relation à la santé. On va pas l'éclairer, on va la laisser nous éclairer. Et pour ça, on va en quelque sorte être rempli d'humilité, on pourrait dire d'amour, d'accueil, et la laisser nous parler simplement, la laisser nous dire ce qu'elle veut. Donc la première étape dans un contexte thérapeutique, c'est qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'attendez-vous de cette séance? Et une fois qu'on a entendu la réponse, il est nécessaire de savoir combien de temps êtes-vous prêt à pratiquer. C'est-à-dire combien de temps êtes-vous prêt à vous offrir pour atteindre une meilleure santé. Et là, à travers cette réponse, on a tout de suite une idée du niveau de la personne. Moi, je remarque qu'à peu près 8 personnes sur 10 me répondent toujours « Je suis prêt à consacrer à ma santé 30 minutes à raison de 3 à 4 séances par semaine. » C'est bien, c'est très très bien. Mais évidemment, si on voulait aller beaucoup plus loin avec sa santé, il faudrait un petit peu plus de temps. Mais peu importe s'il faudrait un petit peu plus de temps, peu importe s'il faudrait un petit peu moins de temps, ce que l'on fait, c'est vraiment se transformer en quelque sorte en un chauffeur de taxi en disant que voulez-vous, où voulez-vous aller et combien de temps avez-vous. Voilà. Et on va simplement, le prof de yoga qui maîtrise cette catégorie du yoga qu'est la yoga thérapie, va vraiment se transformer en chauffeur de taxi, c'est-à-dire s'abandonner totalement à la demande, respecter totalement la demande. Et de là, une fois qu'on a le cadre, c'est-à-dire l'objectif et le temps que la personne est prête à s'offrir, on va s'intéresser à elle réellement, on va s'intéresser à sa liberté articulaire, on va s'intéresser à sa tonicité musculaire et puis on va s'intéresser aussi à son alignement, c'est-à-dire en particulier l'alignement de sa colonne vertébrale. Donc il y a des tests, il y a des observations, il y a des moments où on peut toucher aussi certaines parties du corps et puis surtout on va mettre le corps dans différentes postures pour voir à quel point ce corps est libre, à voir à quel point ce corps est tonique et voir à quel point cette colonne vertébrale est alignée. Au-delà de ces différents tests articulaire et musculaire, on va aussi tester l'endurance. On va aussi tester ce qu'on appelle l'unité respiratoire. On va voir jusqu'où la personne peut aller avec sa respiration. Et on va voir aussi et surtout à quel point elle est en mesure de se concentrer sur son corps quand on lui fait les tests et à quel point elle est en mesure de se concentrer sur sa respiration lorsqu'on lui fait les tests. Une fois que l'on a une idée de l'état physique, de l'état respiratoire de la personne, on peut s'ouvrir à une autre série de tests. Mais cette autre série de tests dépendra totalement de ce que la personne s'est fixé comme objectif. C'est-à-dire que, pour faire simple, lorsque la personne frappe à la porte d'un prof de yoga et cette personne, je vous dis, elle est mature, elle est indépendante, elle n'est pas dépendante du prof, elle est là avec l'envie de se reprendre en main, cette personne, elle va en général nous proposer, pour faire simple, deux types d'objectifs. Elle va nous dire qu'elle veut améliorer sa santé physique, respiratoire, musculaire, articulaire. Elle va nous parler éventuellement d'une hernie inguinale, d'une hernie hiatale, elle va très certainement nous parler de son arthrose, de sa cervicalgie, de sa dorsalgie, de son lumbago, etc. Elle va nous parler certainement de toutes ces choses-là. Et dans ces conditions-là, en fonction de ce type d'objectif purement mécanique et physique, alors on va se limiter à l'observation que je vous ai présentée juste précédemment, c'est-à-dire tester les articulations, les muscles, l'endurance, la présence mentale, etc. Mais si la personne nous dit qu'elle va bien physiquement et que son besoin n'est pas vraiment physique, mais plutôt psychique et émotionnel, dans ces conditions-là, on fera malgré tout tous les tests que je viens de vous présenter, mais on fera d'autres tests. Des tests qui permettront de déceler le conflit principal
sur le plan émotionnel, le conflit émotionnel principal de la personne. Donc là, c'est une autre série de tests bien précis, de manière à faire naître ce sur quoi on va devoir travailler. Donc là, je mets en suspens ma présentation parce que je reviendrai à cette dimension thérapeutique plutôt émotionnelle. Cette dimension émotionnelle et thérapeutique, je la mets un petit peu en suspens et on s'en rapprochera un petit peu plus tard. En attendant, là, on est avec quelqu'un, ça fait un petit quart d'heure qu'on est avec elle, on lui a demandé ce qu'elle voulait, on lui a demandé combien de temps elle était prête à consacrer à sa séance, on a fait tous nos tests et tout, et l'enseignant de yoga, à ce moment-là, a une idée très précise de ses besoins, c'est-à-dire de ses besoins articulaires, physiques, respiratoires et tout. Et donc là, il va y avoir une proposition, on va sortir de nos poches une série d'outils qui nous semble très pertinent au regard de ce qu'on vient de voir, et on va mettre la personne en pratique. Alors avant de la mettre en pratique, on va l'initier. On va l'initier sur la gestion de la respiration, la prise en main de la respiration. On va l'initier sur la bonne coordination entre le mouvement et la respiration. Il y a quelqu'un qui me dit qu'on ne m'entend pas. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde ou pas? Est-ce que vous pouvez me dire dans la boîte dans le chat si vous entendez toujours ce que je dis ou pas? Oui, on m'entend. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, je reprends là où j'étais. J'étais en train de vous dire qu'il y avait là vraiment ce besoin de prendre en considération la demande, les besoins de la personne et de prendre en considération son temps de pratique, c'est-à-dire son endurance, sa motivation. Quand la personne nous dit lorsqu'elle nous précise le temps qu'elle est prête à consacrer à sa séance, en quelque sorte, elle met en avant son style de vie et elle met en avant son endurance et sa motivation. C'est son style de vie, sa motivation et son endurance qui l'amène à décider du temps qu'elle est prête à consacrer à sa séance. Une fois qu'on a ça, on fait les tests, comme je viens de vous le dire. Une fois qu'on a fait les tests, on va offrir des outils en tout genre, physiques, respiratoires, sensoriels, méditatifs, et on va les tester sur la personne. On lui offre, on la met en situation et on l'invite à valider les bienfaits de l'outil juste après l'avoir vécu. Donc ensemble, c'est une sorte de co-création, ensemble, on valide l'outillage proposé. Et une fois que tout est validé, alors l'enseignant dessine la séance en respectant un ordre, en respectant une logique, de manière à avoir le plus de fluidité possible dans la séance. Et cette séance est donc dessinée, puis on la remet dans les mains du pratiquant, et puis cette personne part chez elle, et s'en va vivre sa séance en toute indépendance, en toute autonomie, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, jusqu'à ce qu'elle sente réellement l'amélioration se manifester et éventuellement revenir quelques mois plus tard ou quelques semaines plus tard pour refaire un point et passer à un autre aspect de la séance dite thérapeutique. Lorsque il s'agit d'un besoin plutôt émotionnel, alors on sort toute une série d'outils plutôt méditatifs où on va de façon très spécifique, c'est-à-dire toujours en étant inspiré des anciens textes, toujours en étant inspiré en particulier des Yoga Sutras de Patanjali, on va amener la personne à conscientiser son état, son conflit du moment. C'est-à-dire on va l'amener à s'ouvrir à toute l'influence que cet état-là a sur elle, sur le plan physique, sur le plan respiratoire.
on va l'aider à voir à quel point elle somatise cet état, à quel point cet état a une influence sur sa matière. Une fois qu'elle a bien pris conscience du poison, une fois qu'elle a bien goûté au poison, on l'emmène dans un état de centrage qui est plus ou moins long en fonction de la sensibilité de l'élève, en fonction de sa capacité à vivre le centrage. Et une fois la personne toute propre, toute nettoyée, toute alignée, on la met alors une seconde fois en relation avec ce qui lui semblait être un conflit. Et de cet état de centrage, elle a alors ce qu'on appelle de la distance, c'est-à-dire une capacité à ne plus se sentir victime, mais à se sentir témoin. Elle a la capacité à ouvrir son cœur, à mettre de côté ses émotions, sa mémoire, son imagination, et à vivre, à ressentir, à se laisser totalement éclairer par le conflit en toute objectivité d'âme, c'est-à-dire en tant que témoin, et ainsi ressentir quelque chose qui est rare, c'est-à-dire un goût de liberté. Se sentir enfin libre, sentir qu'on a la capacité à être libre face au conflit, la capacité à se sentir témoin, neutre et créateur, sentir ce qu'il faudrait faire si nous étions réellement nous-mêmes, sentir si la situation est si grave que ça ou si injuste que ça, si inappropriée que ça. Vraiment aller la sentir avec l'âme, c'est-à-dire voir avec le cœur et entendre de façon très concrète, de façon très claire, je parle d'intuition évidemment, mais ressentir, entendre ce que nous devrions faire face au conflit si nous devions nous aimer, si nous devions nous soumettre à l'appel de l'âme. Et la personne repart, c'est assez touchant, c'est assez efficace, et la personne repart, mais vraiment 8 à 9 fois sur 10, elle repart totalement rééquilibrée. Je vois ça comme une sorte d'ostéopathie émotionnelle. Elle arrive de travers en quelque sorte et elle repart tout alignée, avec la conviction de ce qu'il faut faire maintenant, de ce qu'il va falloir faire. Maintenant, aura-t-elle le courage, aura-t-elle l'audace de s'aligner avec ce qu'elle a ressenti? Aura-t-elle le courage et l'audace d'aller matérialiser ce ressenti au travers d'actions, au travers de paroles, au travers de prises de décision? Aura-t-elle l'audace de le faire? Ça, c'est un autre sujet. Mais si elle pouvait le faire, elle aurait alors une expérience, celle de traverser sa peur au travers de ce qu'elle va dire, au travers de ce qu'elle va faire. Elle va traverser sa peur, et une peur traversée, c'est une peur déprogrammée. Et une peur déprogrammée, c'est une somatisation qui s'arrête. Et c'est la possibilité de voir d'éventuelles transformations sur le plan énergétique, physique, respiratoire et psychique. Voilà, c'est l'utilisation de la méditation. La méditation, c'est le moment où on se relie au conflit en étant totalement centré. Et c'est parce qu'on a vécu cette méditation, c'est-à-dire une relation au conflit en étant centré, c'est parce qu'on a vécu ça juste 15-20 minutes, juste après le moment où on était mal, en souffrance, déstabilisé par le conflit. Et c'est parce qu'on a vécu ça, on a juste vécu ce gros contraste entre le moment de souffrance et en l'espace d'une demi-heure, un état de centrage total, en étant totalement éclairé par l'objet et par l'âme. Il y a un phénomène qui est touchant pour la personne à la fin du processus parce que ça va vite, quoi. En l'espace de 20 minutes, elle a totalement basculé de l'autre côté. Alors évidemment, elle ne restera pas comme ça, cette personne. Elle n'est pas guérie pour la vie sur le plan émotionnel. Elle le sera guérie pour la vie si elle met en pratique ce que son âme lui demande de faire, si elle se permet de traverser ses peurs. Mais si elle ne fait rien, elle se sera simplement prouvé sa capacité à être encore en vie. Voilà. Cette personne-là vraiment s'offre à ce moment-là un merveilleux cadeau. Premièrement, se prouver qu'elle a encore la capacité à se centrer, c'est-à-dire la capacité à voir avec son cœur, c'est-à-dire la capacité à être en vie, ne pas être zombifié, ne pas être dans un carcan émotionnel, mémoriel et imaginaire, vraiment voir avec l'âme. Et au-delà de... Elle rentrera au moins avec ça. Elle rentrera aussi avec la conviction de ce qu'il faut être maintenant, de ce qu'il faut faire. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle n'aura plus d'émotion 2-3 jours plus tard.
Pour vraiment déprogrammer le conflit, il faudrait, je dis et je répète une troisième fois, il faudrait vraiment qu'elle traverse sa peur, et pour traverser la peur, il faut agir. Et ça, c'est le grand manque, la grande carence dans le monde du développement personnel actuellement, et y compris dans le yoga. On est devenu très très fort, très avancé pour retrouver de l'équilibre, pour retrouver de la santé, pour retrouver une amélioration de notre condition de vie, mais on ne va pas au-delà. On ne va pas au-delà, et l'au-delà, c'est vivre sa vie, vivre son destin, se déployer totalement et vivre au nom de son intuition, en arrêtant d'avoir peur des conséquences. Donc encore une fois, hein, on peut vraiment s'intéresser à la yoga thérapie uniquement pour améliorer ses conditions de vie, sa condition de vie, en sachant que le yoga n'a pas 4000 ans pour finir comme ça, pour finir comme une boîte à outils thérapeutique. Le yoga a 4000 ans pour accompagner l'humain vers une grande aventure, une aventure ultime, sans retour en arrière, celui de mourir à l'humain pour naître à l'âme. Vous savez, nous sommes des êtres humains et le job de l'humain, c'est de se soumettre à son être. Et la yoga thérapie est une sorte de canne, est une sorte d'étrier pour monter à cheval. Et son cheval, c'est soi, c'est sa nature profonde, c'est son âme. Et ainsi courir, vivre, se déployer et oser se laisser surprendre par sa propre âme. Oser faire des choses sans savoir pourquoi, oser faire des choses sans savoir comment, mais les faire réellement et se laisser vivre cette aventure imposée par l'âme, guidée par l'âme. Et l'âme, c'est quoi? C'est la vie, c'est la force créatrice, donc c'est tout bon, quoi. C'est-à-dire que cette aventure sera certainement choquante pour l'humain, provoquera certainement des périodes de doute, d'inconfort, mais avec à la clé une vraie maturité spirituelle et un vrai destin accompli, avec la possibilité d'être touché par la grâce, sans du tout être là pour vous et moi conscient de ce que ça va réellement représenter, de ce que ça va réellement favoriser comme transformation sur le plan personnel et sur le plan collectif. Voilà ce que je voulais aborder avec vous ce soir. Ça fait déjà une petite heure que je vous parle. J'espère vraiment que vous comprenez cette dimension dite thérapeutique. Alors maintenant, je peux essayer d'être encore un petit peu plus précis. Je vous ai donné comme ça une vue d'ensemble, mais je peux tenter d'être un petit peu plus précis. En yoga thérapie, si vous voulez, on regarde sur le plan physique, on regarde beaucoup, énormément l'alignement de la colonne vertébrale. Je vous donne un petit exemple. Ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vous donne un petit exemple pour vous permettre de comprendre plus précisément de quoi je parle. Alors, je vais rester encore un petit peu général, puis je vais préciser encore, je vais préciser davantage juste après. Il y a en yoga une compréhension de l'humain très particulière, très spécifique. C'est-à-dire qu'en yoga, il y a ce qu'on appelle l'anatomie de l'humain, mais selon le yoga. Et donc je ne vais pas tout présenter ce soir, mais quand on s'intéresse à l'anatomie de l'humain sur le plan physique, on comprend qu'on s'intéresse essentiellement à l'alignement de la colonne vertébrale. On s'intéresse énormément à cet axe avec l'envie de favoriser l'alignement, c'est-à-dire éviter la kyphose, c'est-à-dire le dos du bossu, que ce soit structurel ou fonctionnel, l'envie d'un alignement de manière à éviter la lordose, c'est-à-dire une cambrure trop prononcée dans la zone du bas du dos, ou éviter la scoliose, c'est-à-dire une colonne vertébrale plus ou moins vrillée, avec un haut du dos plus ou moins courbé. Donc, que ces phénomènes-là soient structurels ou fonctionnels, que ces réactions naturelles du corps soient structurelles ou fonctionnelles, en yoga, sur le plan purement physique, on s'intéresse à un réalignement ou à la mise en pratique d'outils pour faire en sorte que ça ne s'aggrave pas.
On va prendre un cas très précis, un cas très récurrent que j'observe régulièrement dans mes consultations individuelles, qui est la kyphose. C'est-à-dire, de nombreuses personnes ont un corps qui, en vérité, appelle à l'ouverture. De nombreuses personnes ont ce qu'on appelle une kyphose, c'est-à-dire un haut du dos un petit peu trop arrondi, une kyphose qui est soit fonctionnelle, c'est-à-dire un haut du dos qui est un petit peu fermé en raison d'une attitude psychique ou en raison d'un manque de fermeté dans le dos et du ventre, cette tendance à être un petit peu voûté. Et puis il y a d'autres personnes qui ont une kyphose qui n'est pas fonctionnelle mais plutôt structurelle, c'est-à-dire la matière qui est marquée, la matière qui s'est en quelque sorte transformée et qui impose un arrondi du dos. Dans un cas comme dans un autre, une fois qu'on observe ça, on va forcément donner à l'élève un maximum de mise en mouvement du corps, un maximum de posture pour contrer sa kyphose, qu'elle soit structurelle ou fonctionnelle. On va lui donner, et bien évidemment, des postures d'ouverture, totalement adaptées à ses besoins, totalement adaptées à son âge, à sa souplesse, bref, totalement adaptées à tout ce qu'on aura pu observer lors du début de la consultation. Et on laissera cette personne avec essentiellement une fonction, c'est-à-dire une fonction d'ouverture. S'il y a un manque de souplesse, on va dire général du corps de la personne, on lui donnera un petit peu de torsion, on lui donnera un petit peu d'étirements latéraux, et que ce soit des mises en mouvement du corps au travers de postures pour vivre une torsion, un étirement latéral, il faudra évidemment éviter de mettre le corps dans la flexion avant. Toute flexion avant viendra nourrir la kyphose, voire l'aggraver. Donc on va, de toute évidence, donner, vous le comprenez, beaucoup de postures d'ouverture et en parallèle des postures éventuellement d'assouplissement, de torsion et d'étirements latéraux, mais qui n'aggraveront pas la flexion avant. Et on ne donnera surtout pas de fermeture. Alors après la mise en mouvement du corps qui va dans le sens de l'ouverture, on va donner un peu de fermeture, mais à condition que cette fermeture n'aggrave pas ou ne réveille pas la kyphose. Par exemple, on peut s'imaginer être debout, les jambes très légèrement écartées, lever les bras vers le ciel et au lieu de se pencher vers l'avant et mettre les mains par terre, on irait se pencher vers l'avant et on poserait les poignets sur une chaise de manière à favoriser la flexion avant sans favoriser la kyphose. C'est-à-dire le fait de se pencher vers l'avant avec les poignets sur la chaise, ça vient contrer la kyphose, ça vient provoquer un assouplissement des épaules et ça vient maintenir le haut du dos relativement droit. Ça vient contrer la kyphose. Donc il y a plein de précautions comme ça à prendre pour orienter le corps en fonction de ses besoins du moment. Et il y a comme ça, en yoga, la possibilité de prendre en considération quelqu'un étant affecté par, donc je viens de vous le dire, la kyphose, mais aussi la lordose, la scoliose. On peut aussi prendre en considération l'éventuelle arthrose de la personne. On peut prendre en considération ce qu'on appelle la hernie inguinale. On ne va pas forcément guérir la hernie inguinale, mais on va au moins proposer tout un outillage physique et respiratoire qui sera là pour ne pas aggraver la hernie inguinale, voire la contrer. Ou même si ce n'est pas pour la contrer, même si ce n'est pas pour améliorer la situation, ce sera là au moins pour la prendre en considération. Voilà. On peut faire la même chose face à la hernie hiatale ou la hernie ombilicale ou la hernie discale. Bref, on peut vraiment gérer toute cette série d'inconforts, de déséquilibres. On peut aussi s'intéresser à l'asthme. Moi, je suis un ancien asthmatique, je ne suis plus du tout affecté par l'asthme depuis que j'ai une trentaine d'années. Clairement, une situation clairement améliorée au travers de mes mises en pratique et de mon développement personnel. Voilà, on peut vraiment, en quelque sorte, accueillir toute personne, quel que soit son état physique, quelle que soit son endurance respiratoire et aussi quel que soit son état mental. Il y a vraiment, au travers de la yoga-thérapie, toute une série de connaissances à acquérir qui nous permettent de pratiquer
quel que soit notre état, ou d'offrir une séance, quel que soit l'état de l'autre. Sans avoir l'arrogance de guérir l'autre, mais au moins avoir l'arrogance d'être certain que l'on n'ira pas aggraver son état et sa situation. Et être certain que non seulement on n'ira pas aggraver sa situation, mais en plus on ira améliorer le terrain, améliorer le terreau et espérer que le corps réagisse en conséquence, que le corps fasse son travail de guérisseur, son travail de régénérescence. Voilà. Donc voilà concernant ces petits sujets que je voulais aborder avec vous ce soir, concernant la yoga thérapie. Cette catégorie qui en quelque sorte est un art, l'art de l'observation de l'autre sur le plan physique, respiratoire et mental et émotionnel, l'art de l'accueil, l'art d'être en empathie, de manière à ne pas imposer de points de pression sur l'autre. On ne va pas dérouler notre science, on ne va pas éclabousser l'autre de notre savoir, on va juste se taire et on va juste accueillir l'autre comme il est et puis lui offrir un outillage sur mesure en rapport à sa condition de santé du moment, l'empêchant de faire face à ses responsabilités. Donc ça, c'est vraiment la yoga thérapie. Ce n'est plus du tout à l'élève, au pratiquant, de s'adapter à une tradition ou à une recette yogique. Ce n'est plus tout ça. C'est à l'enseignant d'être totalement performant, totalement équipé d'un savoir, d'une connaissance, d'une expérience et ainsi se transformer en chauffeur de taxi et accompagner, non pas guérir, mais accompagner toute personne voulant se prendre en main. Voilà. Donc voilà un petit peu l'état d'esprit, voilà un petit peu ce que l'on peut prendre en considération comme état de santé. Voilà où se place la thérapie par rapport au yoga au sens large, en sachant que, je le dis encore, que la yoga thérapie n'est pas une fin en soi. La yoga thérapie, c'est juste retrouver une bonne condition de santé globale et ainsi vivre son destin, vivre l'appel de l'âme. Voilà. Oser sortir du mensonge, oser ne plus laisser l'émotion et la mémoire prendre notre volant, mais vraiment les faire taire et retrouver tout le panache pour une véritable révolution intérieure et avec toute la transformation qui devrait avoir lieu. En tout cas, telle est la promesse yogique, tel est l'objectif du yoga. Alors, j'ai tenu à faire ce live parce que ça me tenait à cœur. Il est très probable que je refasse d'autres lives pour présenter des sujets bien plus spécifiques dans le domaine de la thérapie. Mais j'ai surtout voulu vous donner une vue d'ensemble de manière à vous ouvrir à ce qu'est la yoga thérapie et à ce à quoi vous pouvez vous attendre au travers de mes modules. Alors, je propose régulièrement, à peu près 2 fois par an, un module de 6 jours qui comprend tout ce que je viens de vous dire ce soir. C'est-à-dire ce qu'est la yoga thérapie, la façon dont on observe la personne lorsqu'elle est en statique, la façon dont on peut l'observer, la façon dont on peut un petit peu lire son corps au travers de mise en mouvement du corps, mise en mouvement de la respiration, mise en mouvement du mental, de manière à avoir une idée très juste de là où elle en est, tout en prenant en considération ce qu'elle veut, et puis déployer toute une série d'outils que je présenterai, que j'enseignerai lors du module, de manière à être aussi performant que possible face à tous les déséquilibres que je vous ai présentés tout à l'heure, et en particulier les déséquilibres de la colonne vertébrale, tels que la kyphose, la lordose et la scoliose, mais aussi les inconvénients articulaires, tels que l'arthrose ou la polyarthrite,
prendre aussi en considération les désagréments de type hernie, quelle qu'elle soit, hernie inguinale, hiatale, ce sont des sujets que nous traiterons, la hernie discale aussi. Prendre en considération la souffrance, hein, ça j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais dans le module, j'enseigne des choses de manière à prendre en considération la souffrance, de manière à aider le corps à mieux gérer, aider les émotions, aider le mental aussi à mieux gérer la souffrance, de manière à vite pouvoir se reprendre en main. Il faut bien comprendre qu'en yoga thérapie, il y a différents types d'états, il y a différents types d'étapes. Il y a la personne qui est en souffrance, avec qui on ne va pas l'aider à contrer sa syphose. On va d'abord la soulager de sa souffrance, puis lui donner une certaine forme de liberté et enfin la traiter. Il y a comme ça, en quelque sorte, 4 étapes en yoga thérapie. Il y a la nécessité de s'assurer que la personne ne soit pas dans la souffrance. Ça, c'est l'étape numéro 1. S'assurer qu'elle soit équipée d'une forme de liberté de mouvement, liberté respiratoire et liberté mentale. De cette mise en liberté retrouvée, on peut ensuite, en quelque sorte, la traiter, c'est-à-dire contrer réellement ce qui est venu la faire souffrir quelques jours ou quelques mois avant. Et puis, une fois que la personne est comme fixée, réalignée, que ce soit sur le plan physique, respiratoire ou mental, on peut alors consolider son état. On parle énormément en yoga de renforcement musculaire ou de renforcement mental. Donc, au travers de cette formation, il y aura aussi les outils pour gérer la souffrance, les outils pour redonner à la personne une liberté physique et mentale, les outils bien évidemment pour contrer les différents déséquilibres que je vous ai présentés tout à l'heure, et puis surtout les outils pour se renforcer, pour consolider une santé retrouvée, à coup de renforcement musculaire, à coup d'endurance respiratoire et à coup de méditation nous permettant de nous relier à des objets très inspirants, très nourrissants, de manière à ne plus flancher sur le plan émotionnel. Donc tout ce que je vous présente là, ce sera vu dans le module, et tout ce que je vous présente là, ce n'est pas un habillage pédagogique, c'est-à-dire que c'est réellement ce que je vais enseigner et c'est réellement une initiation qui va s'opérer avec à la clé la capacité de se sentir beaucoup plus indépendant en tant que thérapeute, que ce soit vous en tant que prof de yoga, ou vous en tant que kiné, ou vous en tant qu'ostéopathe. Il y a de nombreux kinés et de nombreux ostéopathes qui me donnent une certaine forme de confiance, une certaine forme d'aisance. C'est-à-dire qu'il y a de nombreux kinés et d'ostéopathes qui sont régulièrement présents à ces modules. Il y en a toujours 2, 3 qui sont présents et toujours fascinés et extrêmement nourris en mettant rapidement en application les outils proposés, sans pour autant avoir le courage de dire que ça c'est du yoga, parce que ça fait encore un petit peu peur de traiter quelqu'un à coup de yoga. Donc voilà, et puis au-delà de cet outillage physique, il y aura au moins une journée et demie de consacrée à la prise en main d'un conflit émotionnel très perturbant et empêchant d'avancer. Et donc là, je mettrai en pratique ce que j'ai présenté juste avant, et ce sont toutes sortes d'outils qui seront présentés mais aussi à chaque fois pratiquer, que ce soit les outils physiques ou les outils plutôt dits méditatifs face au conflit émotionnel. Tout sera expérimenté, tout sera vécu et tout sera réellement vécu. C'est-à-dire ça ne restera pas, vous ne partirez pas du module comme ayant acquis des connaissances et quelques idées et quelques fantasmes. Non, vous aurez réellement le ressenti et l'expérience, c'est-à-dire le vécu. Le vécu qu'en effet, ça fonctionne si on a toute la maturité pour se prendre en main et pratiquer régulièrement, seul. Donc voilà ce que je voulais vous dire. C'est un module qui est particulier parce que c'est le premier module qui sera à la fois en présentiel, c'est-à-dire à Bruxelles, dans notre centre, dans le centre Bicitra, près des quartiers européens et près de la communauté européenne. Et il sera à la fois en présentiel, mais aussi pour la première fois en ligne. Donc il y aura
une caméra de posée avec un objectif grand angle qui permettra d'avoir accès à toute la pièce et ainsi de bénéficier de toute la théorie et de toute l'observation parce qu'il y aura des études de cas, vous serez nombreux à être utilisés comme études de cas, on fera venir des personnes de l'extérieur étant affectées par différents maux et on pourra ainsi mettre en pratique tout ce qui aura été étudié et tenté sur nous, on pourra le mettre en pratique sur d'autres personnes. Donc vous pourrez en ligne tout voir et lors des séances guidées, vous pourrez tout entendre. La caméra sera certainement éteinte pour respecter l'intimité des pratiquants qui sont sur place, mais vous pourrez au moins tout entendre et être guidé à la voix. Concernant les pratiquants qui seront sur place, vous ne serez pas gêné par le matériel, ce n'est qu'une petite caméra mise dans un coin, et vous serez toujours dos à la caméra. Donc vous ne serez pas vu, et là encore une fois, votre intimité sera bien évidemment respectée. Alors, comme c'est la première fois que nous allons mettre en ligne ce type de module. Comme nous sommes convaincus de notre professionnalisme, comme nous sommes convaincus de l'efficacité de ce type d'enseignement en ligne, c'est deux approches, hein, c'est pas comparable, hein, le cours en présentiel c'est une chose, le cours en ligne c'en est une autre. Mais comme il y a quand même de bons retours au travers de tous les cours en ligne que nous donnons depuis 3 mois, de bons retours au travers des consultations annuelles que je donne depuis 3 mois, de bons retours au travers du stage qui a été donné en ligne ce week-end, je tiens vraiment, nous tenons vraiment à vous encourager à y participer, si c'est quelque chose qui vous parle évidemment, je tiens vraiment à vous encourager à y participer. Et pour vous y encourager, vous l'avez peut-être déjà vu, mais nous offrons une réduction assez conséquente. Voilà. Donc je vous invite à aller faire un tour sur visitra.yoga et ainsi vous offrir ce module à la maison, voilà, sans déplacement, sans hôtel, sans rien, quoi, juste chez vous. La seule chose que je vous demanderai, c'est de vous assurer d'avoir un bon débit chez vous, un bon réseau Internet, de manière à vivre pleinement le stage. Et je vous inviterai surtout si vous deviez prendre ce module à distance, je vous inviterai vraiment à vous rendre disponible, c'est-à-dire trouver un lieu où vous allez pouvoir vous rendre disponible tous les jours pendant 6 jours, de 9 h à 17 h 30. Voilà. Ça a été fait ce week-end, ça fonctionne, mais ce sont vraiment les deux conditions, c'est-à-dire que je déploie quelque chose de sérieux, c'est un art, c'est un savoir-faire, et ça mérite vraiment d'être accueilli totalement. Alors, étant donné que ce sont des temps assez conséquents, c'est-à-dire 7 heures par jour pendant 6 jours, il ne nous sera pas possible de tout enregistrer, de tout mettre quotidiennement dans un logiciel de montage, de tout encoder, de tout mettre après sur Internet et de tout rendre accessible sur notre site Internet. Tout ça, ça sera beaucoup trop de travail. Nous n'avons pas l'équipement suffisamment efficace pour le faire en plus. Et puis, ce n'est pas vraiment forcément quelque chose que j'ai envie, c'est-à-dire de retrouver mon contenu pédagogique en ligne. Enfin, je veux dire préenregistré en replay sur Internet. Donc, il n'y aura pas de replay. Donc c'est vraiment un stage en live, un module en live qui sera donné comme ça pendant 6 jours. Donc si vous voulez participer à ça, il faut juste être conscient qu'il faut être présent tout le temps. Si jamais il devait y avoir un bug, une complication technique de notre côté, alors dans ces conditions-là, tout sera de toute façon enregistré et dans ces conditions-là, je m'assurerai que le contenu soit mis en ligne exceptionnellement, de manière à pouvoir avoir accès au replay. Mais franchement, le bug technique, je n'y crois pas. Ça fait 3 mois que nous donnons des cours en ligne et il n'y a eu que 2 petits bugs et qui ont été résolus très très rapidement. Mais malgré tout, s'il devait y avoir un bug de 15 minutes ou une demi-heure, ce sera enregistré puis mis en ligne plus tard. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vais vous laisser la parole si vous êtes toujours disponible. Il est maintenant